Bonjour à tous, ravi de vous revoir dans le débat court. Dans cette émission, nous allons aborder un sujet qui nous est particulièrement cher, c'est les effectifs en classe. Sacré sujet. Et nous allons donc avoir Ouzdam d'abord. Ouzdam Madou qui est éducateur spécialisé sur la Fondation d'Auteuil depuis déjà bien des années. Combien de temps déjà? Comme il est vieux. Ouais, une quinzaine d'années, je crois. Tu es chargé aussi de la protection de l'enfance sur Paris, 95, 93, 75. Donc, bien évidemment, tu vois aussi l'impact de l'effectif ou quand l'enfant est perdu dans le nombre. Oui, Nous avons Bruno Aissou, coach professionnel, thérapeute, fondateur du tiers-lieu Futé qui nous reçoit et qui est en collaboration. Tout à fait, bonjour Albéric. Bonjour Bruno, et puis nous allons bien évidemment aborder cette question parce que nous avons des propositions alternatives aux gros effectifs, hein. Cours des frères Montgolfier, relais, etc. Catherine Julien, professeure des écoles spécialisées à la retraite, tu as exercé dans le privé sous contrat durant 40 ans. Ce n'est pas le souci, les gros effectifs dans le cas de figure de ton exercice, mais tu sais ô combien l'impact du gros effectif est une catastrophe. Certainement, oui. Oui. Surtout dans le cadre de l'inclusion en classe ordinaire. Ouais. Et puis nous avons là un vrai témoin. Professeur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des témoins, vous. Hein. Voilà, non, mais un vrai témoin dans le contexte public, puisque Flavie Labarrère, Essentiel ou pas essentiel. vous avez été prof en fait dans le secondaire. Tout à fait. Hein, Collège, pendant lycée, oui. 14 ans. Oui, Puis après, vous êtes parti en direction de l'enseignement à domicile. exactement. Et pour finir Oui. chez nous, Voilà. nous sommes maintenant collègues Quel dans beau parcours. le cours des frères Montgolfier. Avec joie. Ouais. Donc effectivement, le constat des effectifs aussi est quelque chose. Oui, effectivement, je l'ai vu. Alors, ce sujet, écoutez, je voudrais quand même les uns et les autres, hein, et vous tous, aborder un petit peu et introduire ce débat par ce que j'ai trouvé un peu à travers la presse. Et il s'agit du nombre minimum qui est de 19 élèves dans les communautés flamandes, en Belgique et en Finlande, alors que le maximum est de 36 à 37 élèves au Japon et au Mexique. Et en France, la taille moyenne est de 29 élèves. C'est la valeur la plus haute observée pour les pays européens. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette enquête parce que je sais qu'il y a des classes qui dépassent 30, et même plus que 30. Sur Paris, vous avez des établissements Alors, qui comportent bien plus sur l'enseignement privé catholique. Alors on nous dit que beaucoup d'enseignants, de parents d'élèves pensent que réduire ces effectifs aurait un impact positif sur la réussite scolaire. Mais que disent finalement les chercheurs à propos de cette réalité? Dans les premiers, on met simplement la relation des résultats des élèves à leurs tests avec le nombre d'élèves que comptent les classes, et les conclusions de ces recherches vont à l'opposé de ce que l'on attendrait. Dans le primaire, il n'y a pas de lien statistique entre taille des classes et résultats. Et dans le secondaire, les résultats sont nettement meilleurs dans les classes plus nombreuses. Très franchement, c'est une enquête sérieuse, hein. Je suis quand même très très surpris parce que je suis en train de vous lire. Et moi, écoutez, j'ai eu la chance de diriger avec une équipe le cours Alexandre Dumas d'Espérance banlieue, et nous avons eu la visite de celui qui est devenu notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer. Et il a découvert dans cette école ce que, aussi au cours des frères Montgolfier, maintenant nous pratiquons, c'est-à-dire des tout petits effectifs, notamment au CP. On est audacieux d'ailleurs au CP, nous deux, parce que CP, CE1, c'est pas plus de 16 élèves, donc ça veut dire 8 élèves par niveau. Donc on va même en dessous de 12, ok? Il était séduit, profondément séduit. Il est resté, au lieu de rester 2 heures comme il était prévu, il est resté pratiquement la journée entière. Il est arrivé en milieu de matinée, il est parti en fin d'après-midi. Il a pris des notes, etc. On était très fiers, hein? Nous avons vu que finalement l'idée d'appliquer au CP 12 élèves dans les quartiers difficiles était comment nécessaire. Pourquoi dans les quartiers difficiles? Pourquoi toutes les écoles ne bénéficieraient-elles pas de cet effort du petit effectif? Parce que toutes les écoles ne répondent pas à même ils n'ont pas la même population et ils n'ont pas les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'il y a aussi des questions liées à des effectifs par rapport à des comportements, par rapport à
à une notion d'apprentissage qui est un peu difficile pour certains par rapport à leur parcours, leur niveau scolaire. Donc, ils ont vraiment mettre des gars de la bourgeoisie, etc., ou urbains, comme il faut, à 30 ou 40 dans la même classe, parce que justement, ils ont peut-être une famille et ils sont suivis. Ça n'a rien à voir. On parle de l'enfant. Pourquoi parler de population? Oui, on ne parle pas. Mais, je veux dire, il y a des enfants qui pourront effectivement, dans une classe. Nombreuse, pouvoir s'épanouir. Et il y a aussi plein d'autres enfants qui ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas adaptés dans un système comme celui-ci. Donc ça ne dépend pas des quartiers, alors que là, l'État nous propose que seulement le CP dans les quartiers difficiles. Non, mais ça dépend vraiment de la population et de l'historique, en fait. On ne peut pas. C'est-à-dire que je prenais l'exemple de Sainte-Marie-de-Fénelon, qui est à Paris. Lorsque j'y allais visiter, où j'allais à la rencontre de ce qui se passait pour comprendre, je me retrouvais dans des classes où ils étaient 30, 35, 38 et tout ça. Ça ne posait pas de problème. Les uns, ils savaient pourquoi ils étaient là, quel objectif ils avaient, où ils allaient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire la même chose dans un quartier de Stein au Clos Saint-Lazare, dans le collège Elsa Triolet. Ou Pablo Neruda ou autre, c'est pas du tout les mêmes réalités. Puisque vous avez, dans ce collège-là, à un moment donné, des élèves qu'on a fait passer, qui ne devront pas passer, qui devaient redoubler. Mais c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de l'argent du système, puisqu'on ne veut pas trop que ça redouble. Donc ça veut dire qu'on fait passer, ils n'ont pas le niveau. Ça veut dire qu'ils arrivent dans des classes où ils n'ont pas le niveau, c'est-à-dire qu'ils vont poser des actes, puisqu'ils n'ont pas le niveau. Donc ils vont commencer à poser... Ils vont être en décalage, ils ne vont pas suivre, ils vont commencer à décrocher. Alors, quand tu dis les poser des actes, c'est qu'ils vont commencer à se faire remarquer et puis ils vont transformer leur classe en gros effectifs en une véritable masse liquidifiante qui fait un bordel monstrueux. Oui, ils vont déstabiliser l'enseignant aussi. Flavie, vous voulez dire quelque chose? Vous évoquez effectivement ce passage qui est fait de manière quasiment spontanée. Effectivement, c'est ce qu'on appelle dans l'éducation nationale la fluidité de parcours. Mais on le sait que derrière, il y a une réalité économique, c'est-à-dire qu'un enfant qui redouble et qui a de grosses difficultés, dont on sait que le redoublement ne sera pas très bénéfique, on préfère malheureusement le faire passer, et on sait que dans une classe à 30 élèves, cet élève, on le perd. Donc, on est face à des réalités économiques qui nous rappellent à l'ordre, malheureusement, et qui font que, oui, on se retrouve avec des enfants dont le niveau est faible, contrairement au cours des frères Montgolfier, où on peut suivre un enfant en difficulté, parce que quand j'ai 5, 6 élèves devant moi, 8 maximum, je peux m'asseoir à côté de l'enfant, je peux le suivre. À 30, excepté faire une petite heure de suivi dans la semaine, on n'a pas d'autres moyens réels. Oui, après sans atténuer quelque part la force d'une école comme le cours des frères Montgolfier, bien évidemment, néanmoins, ça s'adresse déjà à un public, effectivement, qui renvoie à certainement quelque chose d'atypique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément que la déscolarisation, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est tout à fait ça, mais qui renvoie effectivement à ne pas avoir sa place là où il est, dans le public ou ailleurs, d'ailleurs. Il peut y avoir un état d'âme, phobie scolaire ou difficulté dyspraxique, après, etc. Tout à fait, mais peut-être aussi il y a quelque chose qui renvoie au nombre d'enfants, je veux dire, et puis des places disponibles dans les classes qui fait que nous sommes obligés d'avoir des classes de 30-35 élèves. Moi, je ne défends pas le fait que nous puissions éduquer, enseigner, je dirais, aux enfants avec des nombres aussi importants. Et pour autant, comment faire par rapport à je dirais, au nombre d'enfants qu'il faut justement scolariser et pouvoir leur donner et bénéficier d'une scolarité La question est intéressante parce que finalement... Ça renvoie vraiment à la qualité de l'égalité des chances aussi, de ce qui se joue. Moi, je dirais plutôt l'égalité des parcours, en fait. Parce que pourquoi? C'est très complexe, comme je disais, et comme tout ça a été soulevé. Lorsqu'on ne se rend pas compte, on est régi à un moment donné par des enjeux économiques. Mais quand on fait passer. Mais on crée quoi? On crée des classes futures, on prépare des futures classes relais. Oui, mais tu peux pas. Là, tu as aussi un autre contexte qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a beaucoup eu d'élèves qui sont passés là parce qu'on avait la génération de 2020, 2001 et 2000, 2001, 2002. Et ces générations, c'était le baby-boom du début du siècle et du début du nouveau millénaire. Donc, il y a eu vraiment un baby-boom. Et il a fallu... on ne pouvait pas s'éterniser. Déjà, le nombre était énorme et il fallait le passer maintenant. Toute cette génération-là, ils sont étudiants aujourd'hui. Oui, mais ça prend... En fait, ce que je veux pointer du doigt, c'est vraiment... le niveau.
dans une classe, qu'est-ce qu'on constate? Ce problème-là, il ne se pose pas qu'en France, il s'est posé en Suisse. J'étais en Suisse, ce problème-là se posait. Pourquoi? La Suisse, à un moment donné, a dû revoir ils se sont retrouvés à revoir le problème de niveau de leur classe, alors qu'ils avaient en général une pédagogie à un niveau d'excellence. Donc ça veut dire que l'effectif, en fait, il faut avoir l'effectif adapté au niveau des élèves que vous avez. Pourquoi? Parce que l'enseignant est en capacité de savoir où cet élève est, où cet élève l'en est, où cet élève l'en a. Oui, mais le serpent mord sa queue actuellement parce que de toute façon, les effectifs font que actuellement, un professeur n'est même plus capable de vraiment discerner en fonction, en dehors des notes qui sont sur son cahier, il est pratiquement plus capable de cerner. Et là, on est dans un contexte de gros bahut et de usine. Mais là, je vois... Mais non, mais... Alors, attends. On a été aussi à une époque, c'était les années 80, où c'était le collège pour tous. Oui. Bon. Eh ben, il y a un gros problème qui s'est passé à partir de ce moment-là, parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas allé au collège, qui auraient pu être dans d'autres classes qui existaient à l'époque pour les accueillir, mais qui les orientaient plus vers de l'apprentissage. Et on a dévalorisé l'apprentissage en France énormément, énormément. Et du coup, on s'est retrouvé avec une population qui s'est retrouvée au collège jusqu'au bout et qui aurait pu être en pré-apprentissage. Le nombre d'élèves que moi je rencontre, à qui je dis, ça y est, on va vous orienter vers un lycée professionnel, ils me disent, ah non, c'est du général. Mais c'est hallucinant. Parce qu'il y a un contexte, on a l'apprentissage. Mais oui, mais parce que ça touche le professionnel. Ça, pourquoi il y a une dévalorisation? Mais justement, étant aussi industriel de formation, on a eu ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands en face de chez nous, qui sont nos voisins et collaborateurs, ils ont eu une autre approche sur la question entre le général, la voie professionnelle et l'apprentissage. Ça n'a pas été travaillé pareil. En France, on a plutôt dévalorisé, alors qu'ailleurs, on a plutôt encouragé, on a plutôt adapté, ce qui a produit des résultats extraordinaires et un fossé. On a fait cela, mais en plus, nous avons que seulement encouragé cette utopie de penser que je réussis ma vie scolaire si je suis que dans le général. Et du coup, on a diminué le niveau du brevet des collèges, on est en train de détruire le bac actuellement, en dehors de l'histoire du confinement et du Covid actuel. Ça va beaucoup plus loin, bien avant. Même si il y a quand même une réalité de prise de conscience, on voit bien les nouvelles réformes autour de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc je pense qu'il y a des choses qui bougent aujourd'hui justement par rapport à ce constat que l'on fait, qu'on est capable de faire, et qui disent qu'effectivement, il y a aussi pas que la filière générale, il y a d'autres filières. Moi, j'entendais récemment dans une école où il m'était dit que, en tous les cas à un élève, ce n'est même pas à moi, c'était indirectement un élève, attention, si tu continues comme ça, tu vas finir dans une classe de nuls en 3e prépa pour des métiers. Enfin, pour moi, c'est à la fois de l'organisation et aussi la manière, effectivement, dont les personnes qui sont en lien avec ces élèves puissent être formées, quoi. Et c'est la formation, en fait. C'est ça, pour moi, le point de départ. C'est comment on forme face aussi à ces difficultés. Ce qui ne renvoie pas, effectivement, parce que même on va retrouver des élèves dans le professionnel ou dans des filières professionnelles qui se retrouvent à 35, qui ne seront pas forcément dans de bonnes conditions pour faire ce qu'ils ont à faire. Combien, moi, d'élèves j'ai trouvé qu'ils étaient en 3e, qui ont fait une orientation en seconde professionnelle et qui, finalement, ça s'est mal passé. L'orientation, pourtant, ils ont été dans du pro. Mais ça s'est mal passé dans le pro. C'est parce qu'effectivement, en amont, on ne prend pas suffisamment le temps de voir, parce que les effectifs ne le permettent pas, les effectifs professionnels ne permettent pas, donc l'organisation ne permet pas d'être attentionné aux besoins par rapport au fait que l'enfant il a peut-être des capacités dans telle et telle chose, quoi. Il y a un CPE effectivement par établissement en moyenne. Voilà. Parfois, on peut en avoir 1,5 quand vraiment l'établissement compte plus de 5 ou 600 élèves. Mais effectivement, on a peu de temps, même en tant que professeur principal, 1 heure est dédiée. Alors bien sûr, on prend sur notre temps, etc. Ou par semaine. Alors non, il y a quand même 1 heure de suivi avec la classe par semaine pour accompagner la classe. Oui, c'est ce qu'on appelle la vie de classe. Voilà, mais en tant que professeur principal de 3e, on a effectivement très peu de temps pour accompagner nos élèves. Quand ils ont le stage qui pourrait justement leur permettre de mettre un pied dans cette vie professionnelle,
le professeur principal répartit avec d'autres professeurs le suivi d'une dizaine d'élèves sur la semaine pour aller une fois sur le lieu de stage, demander rapidement si tout se passe bien. Mais encore Moi, je une trouve fois, qu'on ne prend on vraiment traite pas du soin monde. des professeurs. Quand on voit qu'on les met dans des classes avec une quarantaine d'élèves, mais c'est vraiment ça, je ne veux pas caricaturer, c'est la réalité. Même dans les campagnes, on est en train de rassembler. Mais moi, je vois bien, en Loire-Atlantique, j'étais à Bouvron, tous les bahuts qui recentraient à partir du collège étaient dans un patelin, c'était Savenay ou Blain. Mais il y avait tous les villages d'à côté, donc on était dans la même réalité. C'était 2000 élèves, 2500 élèves, une usine, que ce soit dans le privé que dans le public. Et alors, qu'est-ce qui se passait? On amène ces professeurs, on leur dit, t'es payé tant, alors il faut voir ce que c'est, dans 3 mois, parce que le temps que l'administration... voilà. Si tu as le CAPES, t'es mignon, t'es gentil, tu te plains pas, t'es stabilisé. Hein. Et puis après... tu fermes ton museau, hein. On te demande d'être professeur principal, on te donne 1 heure supplémentaire. On sait très bien que si on veut vraiment bien faire sa mission de professeur principal, on va passer des soirées gratuites à la maison, au risque même d'avoir un peu d'épreuves conjugales, parce que les gens en ont marre dans la maison de voir leur conjoint bosser comme des tarés. Mais comment voulez-vous que l'on fonctionne? On met des usines, on met des martyrs qui sont les professeurs actuellement, qui ont pourtant fait des études. Tout simplement, je reviens encore dessus, il faut repenser le système, il faut remettre du sens là où on n'en veut plus qu'il y ait du sens. Tout simplement, il faut qu'on sorte, on se décentralise de tout ça, parce que ce n'est pas possible. On voit qu'il y a ces problèmes-là, elles sont devant nos yeux, on ne peut pas les fuir. On est parents, on a des enfants scolarisés. Et nombreux qui sont... bien questionner le « on » dans ce qui est dit là, le « on ». Parce que le « on » renvoie au législateur aussi. Et quelque part, nous sommes à l'intérieur de ce système. Oui, mais je m'inscris dedans aussi. Je m'inscris dedans. C'est tant que nous acceptons effectivement ces modèles effectivement, qui emmènent beaucoup d'enfants malheureusement dans le mur, comment on fait qu'on change les choses? Il y a tous des mouvements alternatifs autour et qui existent. Et au lieu effectivement qu'on puisse être là-dedans, finalement, il y a quand même, je dirais, pas une majorité, en tous les cas, qui s'expriment, qui sont OK avec le fait que ça existe comme ça. Quand j'ai une majorité qui parle, qui s'exprime, ce qui ne veut pas dire que c'est une majorité des gens, parce qu'il y a peut-être aussi une majorité qui ne s'exprime pas et qui finalement pourrait faire en sorte que ça change. Parce que c'est une question de moyens. C'est qu'est-ce qu'on met dans l'éducation aujourd'hui comme moyen et qu'est-ce qu'on fait avec ça pour changer les modèles. Parce que notre modèle, c'est plus le modèle industriel. Non. On a d'autres modèles aujourd'hui. On a accès à d'autres choses. On a tout ça. On a des travaux et des créations d'entreprises par petits groupes, par fédération. On est dans un autre décor. Je trouve intéressant l'expérimentation, par exemple, qui est faite chez Futé avec le cours des frères Montgolfier. C'est-à-dire qu'on met les enfants aujourd'hui dans un monde d'adultes, au-delà même des entreprises qui sont ici en pépinière. Ouais. Je trouve que c'est une belle expérimentation parce que nous n'attendons pas la 3e ou la 4e pour faire une semaine de stage. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est l'interaction du fait qu'à un moment donné, l'enfant est au contact et donc va pouvoir effectivement peut-être déjà expérimenter étant élaborer quelque chose. Et pas de se retrouver face à une complexité, et même avec un conflit avec soi, de se dire en 3e, la panique, il faut absolument que je dise qu'est-ce que je dois faire. Mais justement, parce que tout simplement, on ne prend pas le problème en amont. Le problème, il est là, on le voit. Mais pourquoi on attend jusqu'à la 3e que selon les villes, je reviens bien, puisque c'est privé et public, selon les villes où ils ont des conseillers d'orientation, s'ils en ont vraiment, en général, il y en a 1 ou 2 pour plus de 15, 20, 30, 40 000 habitants. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que on a été jeunes, on a eu ce souci-là d'orientation. Moi, ce souci d'orientation, de l'effectif, s'est posé à moi quand j'étais au collège. J'étais complètement Je suis complètement d'accord avec dépassé. toi. Mais j'ajoute que pour moi, là aussi, c'est une séparation, je dirais, de tout ce qu'est l'éducation nationale avec le reste du monde. Ouais. C'est-à-dire que les compétences, on les a. Moi, je suis coach professionnel, je m'occupe des adolescents. Et ici, quand on avait la classe relais, on m'interdisait
d'aller en lien avec l'enfant, alors que j'étais là pour ça, pour les accompagner Avec dans les le cadre de autres l'orientation, parce que je ne fais pas partie de l'éducation. Non, mais c'est hallucinant. C'est là où Alors qu'on est quand on même a tous les citoyens. compétences Quoi. pour faire en sorte, y compris avec les parents, pour trouver des alternatives Exactement. au fait d'échanger avec l'enfant, de mais voir c'est quel fou. talent et dans quelle disposition. Mais oui, mais parce que on est sur un modèle avec des logiques de pouvoir, d'acteurs et tout, et que on l'a. Non, puis sur un modèle Autre- où on économise, Mais on est en attends, train de faire de l'économie aussi Oui, sur des choses un peu importantes. Avant tout, même si aujourd'hui on est sur le cas de la scolarité. Il y a un problème lié au confinement, à la maladie qui s'est posée à nous. Le Covid, qu'est-ce qui nous a montré en premier exemple? On a vu qu'en Chine, en une semaine, ils ont construit un hôpital de 1000 lits. En France, on avait tous les instruments, tous les trucs pour faire des choses semblables. On n'a même pas les 4000 qu'on attendait. Non, on a mis 2 mois pour avoir un petit hôpital de 10 lits. Pourquoi? Alors qu'on avait tout, parce que tout simplement entre eux, la connexion, se mettre d'accord, savoir qui va faire ça, qui va autoriser, qui va mettre ça. Ça veut dire que, à la Fondation Tout est sectorisé. à la Fondation de Sceaux, on a rencontré ce problème-là entre les collègues qui venaient d'Alsace, qui se moquaient de nous en Île-de-France, pour faire la même chose. Ils ont mis 2 jours. Sur Paris, on a mis plus de 6 mois. Pourquoi? Les lenteurs administratives, les machins, les tout, non. Ils ont mis 2 jours. Et ils se sont moqués de nous. Ben oui, ils pouvaient. Non, je suis d'accord là-dessus. J'aime beaucoup ce film avec Kevin Costner qui reprend l'histoire de Kennedy au moment de la crise cubaine. Ça avait les 13 jours. Et il y a un moment donné où c'est tellement été marquant à la Maison-Blanche dans le bureau ovale qu'ils ont refait la scène, hein, ils l'ont reprise, où Kennedy est en train de dire « Nous sommes en train d'aborder la guerre avec un langage qui est celui de la dernière fois, alors que nous avons un nouveau langage. » Eh bien, dans l'éducation, c'est pareil. Et dans la santé, c'est pareil. Quand on voit des professeurs libéraux, quand on voit les cliniques, et quand on voit les hôpitaux, et que personne n'est dans la capacité administrative d'avoir le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de travailler ensemble, parce que humainement, ils sont intelligemment à bien s'entendre, parce que c'est une minorité qui est conduite par une idéologie qui dit « moi, je ne travaille pas avec toi parce que tu n'es pas digne, ou tu n'es pas un vrai médecin, ou tu n'es pas un vrai prof ». Enfin, c'est quand même dingue. Mais mes professeurs, du jour au lendemain, ne sont plus considérés, quand ils sortent du public, ne sont plus considérés comme un vrai professeur parce qu'ils n'ont pas de CAPES, alors qu'on sait très bien que le CAPES, de toute façon, c'est un contrat pour tout simplement le versement du salaire. C'est un contrat avec un employeur. Un CAPES, il n'y en a pas dans le hors contrat. Il n'y en a pas besoin puisque ce n'est pas l'État qui paye. Donc, et tout le monde pense que le CAPES, c'est le sceau de l'authenticité du professeur. Mais enfin, on sait très bien qu'il y en a certains même qui passent le CAPES et qui ne sont plus dignes d'enseigner 10 ans après. Mais tout ça, parce que tout ça, on a... ça revient encore à... C'est vieux jeu. Et du coup, nous avons... Il faut sortir de ces mécanismes. Alors, il y a aussi une autre chose qui me semble nécessaire, c'est pourquoi nous ne créons pas plein de petites écoles sur le plan public. Nous en avons fait comme une amorce dans l'expérience par le périscolaire. Toutes les communes ont eu la capacité de optimiser le périscolaire. Ce qui veut dire que toutes les communes pourraient aller au-delà de cette foutue règle abominable que s'il y a 15 élèves, il n'y a plus d'école dans la commune. Pourquoi chaque maire n'a pas le droit d'avoir une petite école? Dans ces cas-là, mais quelque part, la pédagogie du hors-contrat n'a plus lieu d'être. Puisqu'elles seront appliquées dans le Oui, mais local. son économie, là, Puis dont ça on parle. existait. Mais ça coûte pas cher. Mais non, mais Le contrat c'est ne pas coûte ça. déjà C'est pas question cher que pour nous. s'il sort du cadre, il sera sanctionné. C'est tout. Pour l'instant, mais pourquoi le cadre ne bouge-t-il Oui, mais pas parce en que réponse c'est à un pas gros tout effectif? le monde qui a l'audace de dire que moi, j'en peux plus. Ben, c'est pas tout le monde. Non, mais moi, je suis OK avec ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je questionnais le « on ». Le « on » renvoie à nous, en tant que citoyens, de dire ce que l'on a envie, quoi. Si effectivement l'école est créée par quelques personnes en France, et depuis de nombreuses années, c'est quand même un peu ça, qui créent effectivement les nouveaux décrets et qui font que, ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut revenir et faire en sorte que l'école nous appartienne. Ce sont nos enfants d'abord. Notre discours est extraterrestre, mais de toute façon, même moi, mon propre statut, je suis directeur d'une école hors contrat, d'accord?
tous mes enfants sont dans le public. Mais les gens, ils n'arrivent pas à connecter. J'ai un nom à Rallonge, je suis au cœur de la banlieue. Il y a un blocage. Vous voyez, donc là c'est du Albéric qui vous parle, mais quand vous êtes dans l'institution et que vous représentez un outil très modeste soit-il, qui est le cours des frères Montgolfier, que vous voyez que sur le plan humain vous travaillez d'une manière extraordinaire avec tous les partenaires, mais que vous le faites de la manière la plus officieuse, parce que l'administration vous en empêche, ce n'est pas possible, ce n'est pas républicain, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité pour travailler ensemble pour le bien des enfants. Et pourtant, c'est la réponse aux gros effectifs. Oui, mais parce que c'est la réponse aux gros effectifs. C'est la réponse. Oui, mais c'est une réponse qui n'est pas entendable, inacceptable, avec les mécanismes qui sont aujourd'hui les nôtres. Il faut déverrouiller, mais déverrouiller, ça veut dire que il faut des gens qui n'ont déverrouiller. Ouais, il faut déverrouiller, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui ont la capacité, depuis le citoyen lambda, de dire stop, on n'en peut plus. Et on veut un changement pour nos enfants, pour le meilleur, mais on n'est pas capable. Mais là, si, non, je ne suis pas d'accord. On en est complètement capable. On est capable, mais il y a des tous les blocages. profs en sont capables. Toutes les institutions, énormément de directeurs d'état, professeurs principaux. Les enseignants, ils demandent des changements. Les premiers à avoir soulevé ces problèmes, c'est les enseignants. Mais il y a des enseignants qui ont quitté l'éducation nationale. Oui, mais il y a... Moi, j'ai quitté l'éducation nationale parce que j'en avais ras-le-bol. Là, vous êtes là, vous avez quitté. Oui, on est deux là. Mais à part ça, et entre autres, ceux qui sont le plus dans la rue, dites-moi, ceux qui sont le plus dans la rue, c'est les enseignants. Ceux qui manifestent plus, ceux qui remettent plus les charges, c'est les enseignants. Mais pourquoi à un moment donné, malgré ça, ça avance pas? T'es gonflé? Tu es en train de parler à un directeur là. Mais oui. Le directeur aussi, il y va. Mais vous voyez bien. Oui, mais parce que il y a des choses qui sont longues quand il s'agit d'une révolution en soi. Mais c'est ça dont on parle. C'est une révolution. Quelque part, le modèle ancien, on y tient encore d'une certaine manière et on continue, ça rassure. Et donc les gens ont peur. Et donc moi, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer quand même. Mais effectivement, il y a une lenteur. Je pense qu'il faut persister dans le fait de dire c'est pas comme ça qu'il faut, mais hélas derrière, ça veut dire aussi beaucoup de générations qui effectivement vont être sacrifiées. Moi j'ai 50 ans, on va dire que depuis que je suis enfant et que je suis à l'école, j'entends que ma génération était sacrifiée, celle d'après, celle d'après et celle d'après. En fait ça fait 50 ans qu'on est sacrifiés quoi. Donc c'est bon quoi, il faut arrêter quoi. Mais là, sauf que le problème que je vois, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que des sixièmes, il y en a qui sont plus scolarisés. Oui, je suis d'accord. Dès la sixième. Mais c'est grave. Alors attendez, ça. Effectivement, puisqu'on parle effectif, quand en début d'année, on nous annonce que l'enveloppe est moindre, qu'on a un poste en moins, qu'on doit donc fermer une classe, et que d'une classe, d'un niveau où on avait 23, 24 élèves, on doit passer à 30, en parlant en incluant les ULIS, les SECPA, les AVS. Et qu'on se retrouve avec des classes où, matériellement, on n'a même plus la place de financer. Alors, vous mettez le Covid là-dedans. Mais voilà. Mais là, on est bon. Mais ça veut dire que... bazar. Non, mais ça veut dire qu'on fout. Ça veut dire qu'on par ce système. Non, mais... Non, par ce mécanisme que nous avons dépassé le temps. On fout des gamins à la rue, quoi. Mais oui, c'est ça qui est dramatique. Devenez ce que vous voulez devenir. Voilà. C'est ça la phrase. On va s'inquiéter. Devenez ce que vous voulez devenir. Nous nous retrouvons très vite. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous et likez bien sûr parce que ça c'est très important. Réalisateur et producteur, c'est Jules Badarini que nous remercions avec toute son équipe, notamment les deux ingénieurs de son, Dante Ray et Nathan Cugnier. Nous avons aussi un chef de plateau, Vincent Folbaum. Et puis un cadreur, William Lecornu. Un grand merci à tous, à très très bientôt.